vous avez fini avec la lettre de change. Non, Vous êtes à quel niveau? Le refus d'acceptation. arrivé au refus d'acceptation. Donc c'est toujours vous êtes Refus d'acceptation et l'acceptation. c'était prévu de commencer là-bas, oui, là-bas. Passer au transfert. Donc, voilà. Donc, par rapport à la lettre de change, on va continuer dans le sens avant de passer à un petit cas pratique. Ça concerne notamment l'acceptation. Donc, par rapport à la lettre de change, donc la lettre de change, donc je crois que le mécanisme de la lettre de change est clair. Donc, il n'y a pas de problème avec le mécanisme en général. C'est vraiment la provision, tout ça, ça ne pose pas de problème. D'accord? Ok. Donc, la première étape, déjà, de la lettre de change, un petit rappel. Donc, quelle est la première étape? L'émission. L'émission de la lettre. D'accord, l'émission, c'est quoi déjà? D'accord. Donc, généralement, avant de passer à l'émission, donc le mécanisme en général, avant de passer à l'émission, donc nous avons une personne. Donc, tirer, un petit tirer. Et avant de passer au tirer, donc nous avons la base de la Acheteur et vendeur. acheteur et vendeur. Donc, nous avons un vendeur. De l'autre côté, nous avons un acheteur. Donc, vendeur et acheteur. Dans le cadre d'un contrat de vente classique, donc un contrat de vente entre vendeur et acheteur. Bien sûr, donc l'obligation de vendeur, c'est le transfert de propriété, et l'obligation de l'acheteur, c'est le paiement de prix de vente. Très bien. Donc, la problématique qui se pose en matière de contrat de vente, c'est lorsque la vente elle est à crédit. Donc, parce que généralement, on utilise la lettre de change dans le cadre de ce qu'on appelle une vente à crédit. Donc une vente à crédit, c'est-à-dire qu'on a livré la marchandise, mais on n'est pas encore payé. Donc on va fixer un délai d'échéance. Donc un délai généralement à court terme. 6 mois, 1 an, etc. Donc vente à crédit, c'est le mécanisme de base, si vous voulez, c'est le contrat principal. C'est le contrat principal. Donc entre le vendeur et l'acheteur, c'est une vente à crédit, c'est-à-dire avec donc, une option ou avec une condition, c'est-à-dire le délai d'échéance. On va fixer un délai d'échéance. Très bien. Donc le vendeur, il a transféré la propriété d'un marchandise à l'acheteur, mais l'acheteur ne dispose pas donc, des sommes d'argent d'une manière immédiate, donc il doit demander tout simplement un crédit. Donc qu'est-ce qu'on entend par crédit? Donc c'est... Le crédit, c'est quoi? C'est-à-dire, en général? C'est une autorisation de Autorisation de paiement. D'accord. Ben, juridiquement parlant, le crédit, c'est Facilité de paiement. Une promesse. Oui, ça peut rentrer dans les facilités de paiement. Ouais. Donc, tout simplement, c'est un délai de paiement. Juridiquement parlant, donc un délai de paiement. Donc, délai de paiement dans quel sens? C'est-à-dire, je donne un crédit, c'est-à-dire, je donne tout simplement un délai pour régler la dette. Ben, c'est pratiquement la même chose ici pour le vendeur. Le vendeur, qu'est-ce qu'il donne? Il donne un crédit à l'acheteur pour le paiement du prix de la marchandise. C'est-à-dire, donc, il lui accorde un délai de paiement. Donc, c'est ce qu'on appelle donc, le délai d'échéance. Donc, l'échéance. Donc, on donne un crédit à court terme, donc à condition, donc toutefois, donc d'avoir tout simplement d'avoir donc des garanties. Donc, parce que le vendeur ne va pas accepter de transférer la propriété de la marchandise, donc il va transférer déjà transfert de propriété. Donc transfert de propriété sans donc, il a transféré déjà la propriété, mais n'a pas encore été payé, parce qu'il y a un délai d'échéance. Très bien. Donc, au lieu que, à la place donc, de l'acheteur peut s'adresser à l'établissement bancaire pour avoir un crédit pour l'achat des marchandises. Donc, c'est une option. Il y a plusieurs méthodes. Donc, l'acheteur
Donc pour régler le prix de la marchandise, il peut tout simplement demander un crédit bancaire. Le problème du crédit bancaire, taux d'intérêt, plus la banque demande des garanties. Est-ce qu'on a les garanties ou on ne les a pas? Donc c'est la raison pour laquelle l'acheteur s'adresse au vendeur lui-même pour avoir ce crédit, c'est-à-dire un délai de paiement, c'est-à-dire la date d'échéance. Donc, en tant qu'acheteur, si je m'adresse au vendeur pour avoir un crédit, donc j'aurai besoin bien sûr d'une garantie. Donc le vendeur ne va pas accepter de donner un délai de paiement sans avoir une garantie. La garantie justement c'est la lettre de chance qui est considérée comme un moyen de crédit, instrument de crédit et de garantie, contrairement au chèque qui est considéré comme un moyen de paiement à vue. Donc dans la pratique, on peut utiliser des chèques comme moyen de garantie, c'est une pratique illégale, c'est interdit, donc c'est une infraction pénale, donc sanctionnée par la loi, par le code pénal, mais aussi par le code de commerce, une sanction qui peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, plus une amende. Donc c'est la raison pour laquelle l'instrument le plus fiable sur le plan de principe en matière de garantie, c'est la lettre de change. Donc la lettre de change, ben justement, qui va créer cette lettre de change? Le tireur. C'est le vendeur. Donc, vendeur, c'est-à-dire tireur. Donc pourquoi tireur? Parce qu'il tire une lettre de change à la date 2, qui porte la somme 2, contre un acheteur. Donc elle tire une lettre de change, c'est-à-dire qu'il va remplir les mentions obligatoires, donc que vous avez déjà étudiées. Donc cette phase, la première phase, c'est l'émission. L'émission, c'est-à-dire, c'est la création de la lettre de change. L'émission, c'est-à-dire, autrement, émettre une lettre de change, c'est tout simplement remplir les mentions obligatoires. Qui va les remplir? C'est uniquement le tireur. Donc c'est le tireur qui va remplir toutes les mentions obligatoires. Donc à côté bien sûr des mentions obligatoires, il y a certaines mentions qui sont facultatives. Donc comme étant un titre formel qui se base sur la forme, donc la lettre de change normalement doit remplir un certain nombre de conditions, de forme et de forme. Mais surtout donc les conditions de forme. Donc l'émission. Qui est la personne? Donc normalement l'émission c'est quoi? C'est de remplir les mentions obligatoires. La mentions obligatoires plus la signature de tireur. Fin de la phase. Qui est la personne qui est engagée? Est-ce que le tiré est engagé? Non. Il n'est pas encore à la deuxième phase, c'est-à-dire au niveau de la première phase, c'est le tireur uniquement qui a rempli les conditions, qui a rempli les mentions obligatoires, plus il a ajouté ça à sa propre signature. Donc automatiquement, sur le plan de principe, la seule personne qui est engagée par le cadre, c'est le tireur. Est-ce qu'on commence déjà la phase combien? Non. Ouais. Déjà le tireur a signé, donc il est engagé combien? Avec qui? Il faut désigner le bénéficiaire. C'est ça le tireur. Donc sur le plan de principe, la phase combien, c'est à partir de la signature de tiré. En principe. Donc pourquoi? Parce qu'au niveau de la première phase, la seule personne qui est engagée, c'est le tireur. Rapport fondamental, c'est-à-dire, on a la provision, c'est quoi? Rapport contractuel. C'est-à-dire, C'est le consentement. C'est la cause, c'est la cause. ça n'a rien à voir. La provision, c'est le La marchandise. La cause. rapport fondamental, c'est-à-dire, C'est la cause derrière la c'est la, voilà, le fondement de la lettre de genre, c'est quoi? C'est le contrat de vente. Est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? Donc, lorsqu'on dit l'existence du propriétaire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un rapport entre le tireur et le tireur? Le rapport, c'est quoi? Dans ce cas, cet exemple, c'est le contrat de vente. Non, c'est le contrat de vente. Non, pas la marchandise. Ce n'est pas la marchandise qui constitue la provision. L'existence de la provision, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un rapport contractuel? Le rapport contractuel à la base, c'est le contrat entre le vendeur et l'acheteur. Donc ce contrat qu'on appelle le rapport fondamental, ce qu'on appelle aussi la provision, c'est-à-dire est-ce qu'on a créé une lettre de change, derrière il y a une
un contrat principal, donc c'est-à-dire entre le vendeur et l'acheteur. S'il n'y a pas de contrat de vente, c'est-à-dire qu'il y a l'absence de provision. Donc là, la provision, il faut la comprendre dans le sens d'un rapport contractuel. Parce qu'il y a un rapport contractuel entre principalement le vendeur et l'acheteur dans le cadre de ce qu'on appelle une vente à crédit. Donc une vente à crédit. Donc, vendeur-acheteur. Donc on a la première phase, c'est la phase d'émission, c'est-à-dire la création de la lettre de change. Normalement, c'est uniquement le tireur qui est donc engagé. La deuxième phase, c'est l'acceptation. L'acceptation. Donc l'acceptation, justement, qui va accepter, c'est le tiré. Autrement, c'est l'acheteur. Autrement dit, c'est donc le débiteur. Donc là, lorsqu'on parle de vendeur, c'est un créancier. L'acheteur, c'est le débiteur. Le tiré, c'est le débiteur. Donc, dans un rapport entre créancier et débiteur, nous avons une deuxième phase. La deuxième phase, c'est l'acceptation. Autrement dit, l'acceptation, c'est quoi? C'est la signature du tiré. C'est la signature du tiré. Donc, on a deux hypothèses. Soit l'acceptation, soit le refus d'acceptation. Et l'acceptation, il y a plusieurs méthodes. L'acceptation ordinaire, l'acceptation par intervention. Vous avez donc les détails, le support concernant les méthodes et les modes d'acceptation. On ne va pas s'intéresser aux modes parce que vous les avez déjà. Ce qui nous intéresse le plus, c'est quelles sont les conséquences et les effets juridiques de chaque hypothèse. Et la première hypothèse en cas d'acceptation et en cas de refus d'acceptation. En cas de refus d'acceptation. Donc, à partir de l'acceptation de tirer, on commence là, la phase combien? Donc, c'est à partir de l'acceptation de tirer. Donc, on va commencer là, la phase combien? Quelle est la différence entre la phase combien et la phase ordinaire? La phase compère est pour objet de conférer plusieurs sécurités. Ben justement, plus de sécurité juridique. Dans quel sens? Quelles sont les garanties qui sont offertes par la loi? C'est-à-dire que Oui, la solidarité entre les signataires. Est-ce qu'on applique ces règles pour la première étape, le contrat principal? Non. Donc, si le rapport contractuel, contrat de vente, on n'applique pas les règles que vous avez citées. On les applique uniquement à partir donc du commencement de la naissance, justement, donc de rapport combien? À partir de la naissance de ce rapport combien? Donc, en cas de refus d'acceptation, quelles sont les conséquences? C'est je refuse d'accepter. Donc, déjà, avant de passer au refus d'acceptation, nous avons les bénéficiaires déjà. Donc, avant de passer à ça, donc, on a une troisième personne qui s'appelle le bénéficiaire. Donc, c'est-à-dire que le tireur donne un ordre au tiré de payer la somme 2 à la date 2 à la troisième personne qu'on appelle le bénéficiaire. Ce bénéficiaire il peut être un tiers. Donc, il peut être donc, le tireur lui-même. Je donne un ordre à ce P de le payer moi-même. Donc, c'est ce qu'on appelle la lettre de change à l'ordre de soi-même. Donc, c'est à l'ordre de lui-même ou à l'ordre de soi-même. Donc, c'est lorsqu'on désigne comme bénéficiaire le tireur. C'est-à-dire, dans ce cas, le tireur, il joue un double rôle. Donc, d'une part, c'est un tireur, d'autre part, c'est un bénéficiaire. C'est la logique. Donc, normalement, quand on parle de rapport entre débiteur et créancier, normalement, le débiteur il doit payer la somme au créancier. Donc, c'est-à-dire que le tiré doit payer le tireur. Donc là, on l'appelle donc à l'ordre de lui-même ou à l'ordre de soi-même. Donc, pourquoi on va désigner à votre avis une troisième personne? Normalement, un tiers, c'est-à-dire qu'il n'a aucun rapport avec les parties contractantes. Donc, il est en dehors de ce rapport contractuel. Donc, le bénéficiaire, est-ce qu'il a droit
pourquoi on va le payer. Pourquoi on va choisir. Parce qu'il a déjà un rapport fondamental avec le vendredi. D'accord. Rapport fondamental, c'est-à-dire. Là, c'est pratiquement la même chose que la provision. La provision, c'est entre vendeur et acheteur. Mais la valeur fournie, c'est le rapport entre le bénéficiaire et le tireur, qui justifie, justement, c'est un moyen de paiement d'une manière indirecte. C'est pourquoi on dit que la lettre de change, c'est un instrument de crédit, mais c'est aussi un moyen de paiement. Au lieu de payer, j'ai un contrat avec le bénéficiaire. Donc, dans ce cas, quel est le débiteur qui créancier dans le cas, la valeur fournie? Débiteur, c'est qui? C'est le tireur. Il n'est plus créancier dans le cadre de ce qu'on appelle la valeur fournie. Donc, il devient un individu. Et le bénéficiaire devient un créancier. C'est parce qu'on vous doit de l'argent, on va vous payer d'une manière indirecte en utilisant la technique de lettre de change. Donc, s'il y a un rapport entre les deux, c'est ce qu'on appelle ce rapport, c'est le contrat liant le bénéficiaire au tireur. C'est ce qu'on appelle la valeur fournie. Pourquoi on a payé cette somme qui est normalement inscrite donc, à la lettre de change au bénéficiaire? C'est parce qu'il y a un rapport contractuel entre les deux. Ce rapport n'est pas obligatoire, contrairement à la provision. Donc, c'est-à-dire la lettre de change, parmi les conditions de fond, c'est l'existence de provision au moins de paiement. Cette provision est obligatoire, sinon la lettre de change ne sera pas valable sur le plan juridique. Par contre, s'il n'y a pas de valeur fournie, c'est-à-dire s'il n'y a pas de rapport entre le bénéficiaire et le vendeur, ou le tireur, donc c'est pas très grave parce que ce n'est pas une mention obligatoire, ce n'est pas une condition obligatoire, contrairement à la provision. Donc, je désigne une troisième personne, donc très bien. Donc, en cas de refus d'acceptation, quelles sont les conséquences sur le plan juridique? En cas de refus d'acceptation. D'accord? C'est vas-y. 24 heures, c'est-à-dire en cas de l'acceptation, le choix du tir. Non, avant de passer au choix de tirer. Donc, en cas de refus d'acceptation, il y a des procédures qu'il faut suivre. Il y a ce qu'on appelle un refus d'acceptation. Donc, refus d'acceptation. Un refus d'acceptation. C'est quoi? C'est une lettre qu'on va envoyer au tireur qui va l'envoyer. Non, c'est la personne qui va envoyer celle. On appelle un porteur. Le porteur s'appelle soit bénéficiaire, soit le tireur. Donc, c'est-à-dire le porteur, celui qui a la lettre de change entre ses mains. Dans ce cas, c'est le tireur, donc qui va s'adresser au tiré pour être payé. S'il y a une troisième personne, c'est le bénéficiaire qui va s'adresser au tiré pour être payé. Sinon, c'est la lettre de change lui-même, c'est le tireur lui-même qui va s'adresser au tiré pour être payé. Avant de payer, donc pour accepter, pour l'acceptation de la lettre de change. Donc très bien, le porteur, quand elle s'adresse au tiré, ce tiré, il refuse d'accepter, c'est-à-dire il refuse de signer. C'est pas le paiement, il faut faire attention. Donc la première phase, c'est l'émission, deuxième phase, c'est l'acceptation, troisième phase, c'est le paiement. On n'est pas encore au niveau de la dernière phase, c'est-à-dire le paiement. Donc s'il refuse d'accepter, c'est-à-dire il refuse tout simplement d'ajouter sa signature. Donc, en tant que porteur, soit bénéficiaire, soit tireur, donc je dois faire une procédure. La procédure, c'est quoi? Proté, refus d'acceptation. C'est quoi le proté? C'est une lettre. On va renvoyer au tireur. C'est pas le tribunal, c'est le tireur. On va l'envoyer au tireur pour l'informer que le tiré n'a pas accepté. Donc c'est une sorte de contestation. Donc je m'adresse au tiré, n'a pas accepté, pour contester, j'envoie une lettre qui précisera donc tout simplement que le tiré a refusé d'accepter. Donc je l'adresse au tireur. Très bien. Donc
Si il y a bien sûr des effets, si on n'a pas fait la procédure, donc on va être nommé comme porteur négligent. Donc, porteur négligent. Si on n'a pas fait la procédure, porteur négligent. Si on est porteur négligent, donc il y a des conséquences. Il y a des conséquences sur le plan juridique. Porteur négligent, il va perdre des recours. Il ne va pas pouvoir attaquer les autres signataires. Donc ce porteur négligent, pourquoi? Parce qu'il y a un protêt refus d'acceptation. Je ne sais pas, est-ce que vous avez étudié déjà les mentions facultatives? Les mentions facultatives, il y a une mention facultative relative à ce protêt. Sans frais. Sans frais. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé donc de dresser protêt. Donc c'est bien cette mention sans frais. Donc on est exonéré en quelque sorte. Donc même si on n'a pas fait, c'est pas grave. Mais s'il n'y a pas cette clause qui est normalement facultative, donc on est obligé en quelque sorte de dresser un protêt refus d'acceptation. Qu'on adresse ou tireur. Sur le plan juridique, c'est ce que doit faire un porteur. Sinon, il va être nommé, comme je dis, comme porteur négligent. Donc, il y a des effets sur le plan juridique. Donc, porteur négligent. Porteur négligent. D'accord. Donc, porteur négligent, en cas de refus d'acceptation, les effets sur le plan juridique. Quel est le principal effet? La négligence du porteur. Non, sans parler de négligence. Je parle tout simplement de refus d'acceptation. Les rapports comptables sont nuls. C'est-à-dire? Il va perdre les rapports comptables. Oui, il va les perdre, c'est-à-dire autrement. Il va être déchu. Déchu, c'est-à-dire déchéance. Il ne va pas bénéficier des rapports comptables. Seulement des rapports. Donc, à la base, qu'est-ce qu'on a dit? On a donné, le vendeur a donné un délai de paiement. Généralement, un court terme, 6 mois. Si je m'adresse au tiré, il refuse de signer, c'est-à-dire il refuse d'accepter. Quelle est la conséquence immédiate? Non. Déchéance. Donc la déchéance, c'est-à-dire que la dette devient immédiatement échue. On ne va pas attendre les 6 mois. On va attaquer le tiré immédiatement. Pourquoi on a accepté de donner un délai de paiement? C'est parce qu'il y a une lettre de change. Mais puisque le chef acheteur, le tiré, n'accepte pas la lettre de change, pourquoi on va lui donner ce délai de paiement? C'est la raison pour laquelle il va être déchu. La déchéance, c'est-à-dire la perte de ce délai d'échéance. Et la dette devient immédiatement exigible. Donc, elle devient immédiatement exigible. Donc, dette devient immédiatement exigible. Donc, elle devient immédiatement exigible. C'est-à-dire, il n'y a plus de délai d'échéance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir à quelles règles? Les règles de droit commun. C'est-à-dire, une personne qui n'a pas payé une dette, j'envoie une mise en demeure. Après la mise en demeure, je l'attaque en justice immédiatement pour payer donc la dette. Je vous ai livré une quantité de marchandises, vous devrez me payer immédiatement. Je ne suis pas obligé d'attendre les 6 mois ou là, 1 an, etc., le délai qu'on a fixé déjà au départ. C'est la raison pour laquelle le tiré sur le plan de principe, s'il veut toujours garder la marchandise, il n'a pas intérêt de refuser d'accepter la lettre de change. C'est le refus, c'est-à-dire donc il n'a plus d'avantage. Donc l'avantage, c'est le délai de paiement. On lui donne un délai de paiement. Puisqu'il n'accepte pas. Il n'accepte pas de la lettre de change, c'est-à-dire il refuse de signer. Donc automatiquement, il va perdre l'avantage du délai d'échéance. Donc, la conséquence immédiate, c'est la déchéance, c'est-à-dire que la dette de tiré, il devient immédiatement exigible. Donc, on n'est pas obligé en tant que créancier d'attendre la date d'échéance pour commencer donc les recours en justice.
je l'attaque immédiatement. Je ne vais pas attendre donc l'expiration du délai de 6 mois. Donc c'est par rapport à refus d'acceptation. Donc là, sur le plan juridique, il y a des conséquences, mais la principale conséquence, c'est que la dette tout simplement devient immédiatement exigible. Par rapport à l'acceptation, donc il y a plusieurs méthodes. Donc vous avez dans le support, acceptation par intervention, acceptation, etc. Donc il y a beaucoup de méthodes d'acceptation. Mais ce qui nous intéresse le plus sur le plan juridique, quel est l'effet de l'acceptation? Le principal effet de l'acceptation. Donc c'est la naissance déjà du rapport combien. Donc on va commencer donc les règles combien. Donc les règles combien. Donc la naissance des règles du rapport combien. Donc la naissance du rapport combien. Contrairement aux règles de droit commun. Donc on applique des règles qui sont spéciales. Donc des règles qui sont spéciales. Parmi ces règles, donc la première règle c'est quoi? C'est Solidarité. donc parmi ces règles, c'est la solidarité des signataires. Donc, solidarité des signataires. Donc la solidarité des signataires, c'est-à-dire donc toute personne qui a signé la lettre de change, elle est solidairement responsable avec les autres. Donc, dans le cas, quelles sont ces personnes qui sont solidaires? Tiré. Donc, à la date d'échéance, par exemple, si je veux être payé, le tiré ne paye pas. Je peux attaquer le tiré comme je peux attaquer le tireur. Parce qu'il y a une solidarité, c'est-à-dire que je choisis le débiteur le plus semblable. Soit le tiré, soit le tireur. Supposons que le monsieur C, par exemple, a vendu la lettre de change à D, D à E, F, etc. Par la technique de ce qu'on appelle l'endossement. Donc c'est le transfert ou la transmission donc, de la lettre de change. L'endossement. Donc, la dernière personne, le porteur, qui a la lettre de change, à la date d'échéance, il va s'adresser au tiré. S'il refuse de payer, il a le droit d'attaquer E, D, C parce qu'il a vendu, donc c'est le responsable, et le tireur et le tiré. Donc c'est la solidarité des signataires. Cette règle, on ne l'applique pas dans le rapport de droit commun, c'est-à-dire le contrat ordinaire de vente, on n'applique pas la technique de solidarité des signataires. Donc, c'est uniquement pour les effets de commerce et surtout donc en matière de lettres de change. Donc, la solidarité des signataires, c'est une règle. Deuxième règle, indépendance. Donc, indépendance et signature. La signataire. Signature ou signataire? Donc, les signatures. Donc, en tout cas, quelle est la règle? C'est quoi la règle? Normalement, l'engagement en matière commerciale, vous vous rappelez, donc pour être engagé sur le plan commercial, il faut être capable. Si on est mineur, on n'est pas engagé. Supposons que C a vendu à D, le D c'est un mineur. D a vendu à E et F. Quelles sont les personnes qui sont responsables? Est-ce que le mineur est responsable sur le plan juridique? Non. Donc, c'est-à-dire, mais est-ce que la lettre de change est nulle? Non. Pourquoi il n'est pas nul? Parce que chacun est responsable de sa signature. C'est-à-dire, les autres qui ont signé alors qu'ils sont majeurs et sains d'esprit, normalement, ils sont engagés. S'il y a une personne, la chaîne, qui n'a pas la capacité, ça n'a aucun impact sur, donc, soi-disant, la validité du titre lui-même. Donc c'est la raison pour laquelle on parle de l'indépendance des signatures. Chacun a une signature qui est valable, elle engage sa propre personne. Donc c'est le deuxième concept, la deuxième notion de ce qu'on appelle le rapport combien. Troisième rapport, c'est l'imposabilité. L'imposabilité des exceptions. Donc qu'est-ce qu'on entend par l'imposabilité des exceptions?
C'est un moyen de défense, d'accord. C'est-à-dire, On ne peut pas opposer de D'accord. moyens de défense. C'est-à-dire, la personne qui doit payer n'a pas le droit d'opposer des exceptions en tant que tel. donnez-moi un exemple d'exception. Un moyen de défense, c'est-à-dire, Exemple. ça veut dire que le tiré n'est pas reçu à l'enfant. D'accord. C'est un moyen de défense. On peut même donner l'exemple, en cas de refus de paiement par retiré, il peut opposer un moyen de défense, l'exemple qu'il a reçu une marchandise viciée. D'accord. Un vice de. Donc là, il a déjà peut-être payé le Exactement. paiement, Donc, c'est-à-dire que le contrat est nul. Il est résolu. Donc, c'est-à-dire donc il y a un vice caché, un vice de consentement, où là, la vente elle-même, elle est nulle. Donc, c'est-à-dire, le tirer, un peu de silence s'il vous plaît. Donc, avec la responsabilité des exceptions, donc il y a des exceptions, c'est-à-dire des moyens de défense. Des moyens de défense, quel sens? C'est dans quel cas je ne suis pas obligé de payer. C'est des moyens de défense. Donc, pour ne pas payer, donc, il faut apporter donc, un justificatif. Là, je donne le motif. Le cas normal, un contrat de vente. Si l'acheteur a reçu une marchandise qui n'est pas conforme, est-ce qu'il est obligé de payer? C'est un moyen de défense qu'il peut utiliser pour dire au tribunal, là, il y a un problème au niveau de la marchandise, je ne suis pas obligé de payer. Pourquoi? Parce que le vendeur n'a pas respecté son engagement, il m'a envoyé une marchandise qui n'est pas conforme. Le contrat de vente lui-même, il est nul, pour une raison ou une autre. Mineur, par exemple. Mineur. Si le vendeur est mineur. C'est une exception, c'est un mot de défense. Je peux dire en tant qu'acheteur ou tiré, mineur aussi. Donc je peux dire que je suis mineur, je ne suis pas engagé. Donc automatiquement, pour ne pas payer, donc il y a un certain nombre de moyens de défense que je peux soulever. Alors, les moyens de défense, on les appelle des exceptions. Donc, et l'opposabilité des exceptions, c'est-à-dire, le cas normal, si la marchandise est nulle, le contrat est nul pour une raison ou une autre, condition de fond ou condition de forme. Si le contrat est nul, en tant qu'acheteur, je peux refuser de payer. En utilisant un moyen de défense, quel est le moyen de défense dans ce cas? C'est la nullité de contrat, soit pour la condition de forme ou la condition de fond. Et je refuse de payer. Cette règle, on l'applique dans le cadre de droit commun. Je n'ai la règle de droit commun. C'est l'opposabilité des exceptions. Donc la règle, c'est l'opposabilité des exceptions. C'est-à-dire, en tant que tiré, je peux opposer l'exception, c'est-à-dire une exception, par exemple la nullité de contrat, la résiliation, la fin, etc., tout ce que vous voulez. Donc, au créancier pour ne pas payer. Donc la règle du droit commun, c'est l'opposabilité. Je peux l'opposer au créancier pour ne pas payer. En matière de lettres de change, c'est le contraire. Et l'opposabilité. Et l'opposabilité des exceptions. C'est-à-dire, supposons que le contrat entre A et B est vicié, comporte un vice de consentement. Le tiré, quand je m'adresse en tant que porteur, au tiré pour payer, est-ce qu'elle peut dire, bah écoutez, je ne suis pas obligé de te payer parce que le contrat, la vente, elle est viciée? Est-ce qu'il a la possibilité de dire ça? Non, il doit payer immédiatement. Parce qu'il y a une lettre de change, il doit payer. C'est la sécurité de la lettre de change, sans rentrer dans les détails. Si vous avez un problème, attaquez-le en justice, dans le cadre des règles du droit commun. Mais le paiement de la lettre de change doit être immédiat. Donc on ne va pas attendre qui a raison, qui n'a pas raison, est-ce que le contrat est vicié, est-ce que ça comporte un vice, ou ça ne comporte pas un vice. C'est le juge qui va le déterminer. Mais dans le cadre d'une action en justice normale, mais en tant que titulaire d'une lettre de change, pour la sécurité dont je dispose en tant que titulaire, c'est quoi? C'est d'être payé immédiatement, même s'il y a un problème au niveau du contrat principal. Même s'il y a un vice de forme, ou de fond, ou la nullité de contrat, ou tout ce que vous voulez, absence de l'une des conditions fondamentales du contrat, bref, dans tous les cas de figure, je ne peux pas opposer ces moyens de défense au porteur. La seule exception que je peux opposer, qu'il y a quand même des règles, des exceptions. Parmi les exceptions, donc il y a une seule, donc c'est pas une seule, donc il y a plusieurs exceptions, donc on va voir par la suite en détail. Il y a une exception importante, la principale exception que je peux
soulever, c'est quoi? Non. Absence de provision. Non. Faux. Le faux, c'est à part. Il y a on n'a pas présenté dans les documents. Monsieur, la connaissance des bénéficiaires qui a. Non. Monsieur, Non. C'est pas la mauvaise foi. au cas d'une société qui est tombée en difficulté. Non, on a dit qu'il y a des cas, je parle de principal. Donc il y a des cas, bien sûr, donc il y a il y a beaucoup de cas. Et la principale situation qui nous intéresse dans le cadre de lettres de change, c'est l'irrégularité formelle. C'est l'irrégularité formelle. C'est-à-dire, si la lettre de change ne comporte pas l'une des mentions obligatoires, donc automatiquement, ça ne vaut pas comme lettre de change. Si par exemple le tiré, il a reçu une lettre de change dans laquelle l'une des mentions obligatoires qui sont déjà citées fait défaut, donc automatiquement, il peut refuser de payer. Parce qu'il y a un vice de forme. Donc l'hypothèse c'est quoi? C'est l'irrégularité sur le plan de la forme. Si on est en présence d'une lettre de change qui ne correspond pas à la définition qui a été donnée par le Code de commerce, c'est-à-dire qu'elle ne remplit pas toutes les conditions de forme. Donc en tant que tiré, je peux soulever cette question. C'est parmi les cas de moyens de défense que je peux utiliser. Donc c'est-à-dire, il y a beaucoup de cas que vous allez voir par la suite en détail. La règle en matière d'irrégularité de la forme, c'est quoi? Non? Oui, bien sûr, la dégénérescence. Irrégularité formelle, la forme. Donc, à l'irrégularité de la forme, c'est-à-dire que la lettre de change n'est pas conforme. C'est-à-dire que, surtout pour ce qui est des conditions de forme, des mentions obligatoires, mais ce n'est pas toutes les mentions obligatoires. Les mentions obligatoires, donc quelles sont les mentions obligatoires qui ne posent pas de problème? En cas d'absence de ce qu'on appelle un mécanisme de suppléance légale. En l'absence de ce qu'on appelle un cas de suppléance légale. C'est-à-dire, non, elles sont obligatoires. Mais il y a un mécanisme de suppléance, c'est-à-dire un mécanisme de substitution. La lettre de change dans laquelle l'adresse, par exemple, de tirer n'est pas indiquée, donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc il y a un certain nombre de cas d'exception. Vous savez, on a lettre de change. Oui, une lettre de change qui ne comporte pas la date d'échéance. Donc, c'est-à-dire, autrement, c'est une mention obligatoire la date d'échéance. Mais si on a oublié de mettre la lettre d'échéance, est-ce que ça pose problème? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un mécanisme de suppléance ou un mécanisme de substitution. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une autre alternative. Il n'est pas nul à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a une solution à ce problème. La date de la lettre de change qui ne comporte pas la date d'échéance, elle est considérée comme payable avec. Est-ce que ça pose problème de ne pas mettre donc, la date d'échéance? Sur le principe, oui. Mais puisqu'il y a un mécanisme de substitution, un mécanisme de suppléance légal qui est prévu par la loi, donc ça ne pose pas de problème. Donc, les mentions obligatoires, il faut distinguer entre les deux. À l'intérieur même des mentions obligatoires, il y a deux types de mentions obligatoires. Il y a des mentions obligatoires qui sont d'ordre public. Si on ne met pas le titre lettre de change, donc automatiquement il ne faut pas comme lettre de change. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de solution. Mais il y a d'autres mentions obligatoires auxquelles on peut suppléer. C'est-à-dire on peut trouver un mécanisme de suppléance légal. Trouver une solution. Donc c'est la raison pour laquelle, pour ces types de clauses, ça ne pose pas de problème sur le plan principe. Pourquoi? Parce qu'en l'absence de cette clause, la loi prévoit un mécanisme de substitution. Donc elle prévoit une solution. Donc faire le cas, donc ça ne pose pas de problème sur le plan de principe. C'est-à-dire, si par exemple en tant que tiré, j'ai reçu une lettre de change de monsieur C, dans laquelle par exemple la date d'échéance n'a pas été indiquée, est-ce que le tiré peut
refuser de payer? Non. Pourquoi? Parce que la date, donc la lettre de change, on le sait très bien qu'il n'a pas, dans laquelle donc, la date d'échéance fait défaut, donc le rôle est considérable comme payable à vue. Donc il n'y a pas de problème. Donc, les autres clauses qui posent problème, par exemple, quelles sont les notions qui posent problème? L'identité, par exemple, des parties. Le montant. La signature, la somme, etc. Donc il y a des choses auxquelles on ne peut pas. Donc il y a pas, la loi ne prévoit pas de mécanisme de substitution ou de mécanisme de suppléance. Donc à la suppléance légale, ça n'existe pas dans certaines mentions qui sont obligatoires. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire sur le plan de principe? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va revenir aux dispositions légales. Qu'est-ce que prévoit la loi? Si la loi prévoit un mécanisme de substitution ou suppléance, donc le problème ne se pose pas, la lettre de change n'est pas nulle. On peut régler le problème. Et si par contre, il n'y a pas de mécanisme de substitution, il n'y a pas de mécanisme de suppléance légale, donc automatiquement, la lettre dans laquelle l'une des mentions obligatoires qui sont considérées comme d'ordre public fait défaut et ne vaut pas comme lettre de change. Donc, elle va être donc, considérée comme une simple reconnaissance de droit. On va revenir aux dispositions générales de droit commun. Donc, c'est-à-dire autrement, le tiret, par exemple, une mention obligatoire, si on ne met pas la dénomination, c'est-à-dire on ne met pas l'expression lettre de change, en-tête. Est-ce qu'il y a un mécanisme de substitution légale? Est-ce que la loi prévoit des solutions en l'absence de plan? Pas de solution. C'est-à-dire une lettre de change dans laquelle le nom ne figure pas en-tête, donc elle ne vaut pas comme lettre de change. Donc là, en tant que tiret, quel est le moyen de défense que je peux utiliser pour ne pas payer? Donc, est-ce que je peux dire, entre parenthèses, que, le soi-disant, la lettre de change n'est pas régulière sur le plan de la forme, donc automatiquement je refuse de payer? Oui, quand il s'agit des mentions obligatoires qui sont d'ordre public, auxquelles la loi n'a pas prévu un mécanisme de substitution ou de suppléance. Donc, entre parenthèses, quelle est la règle en cas d'irrégularité de la forme? On est en présence de ce qu'on appelle une lettre de change irrégulière. Quelle est la conséquence? L'opposabilité, et non pas l'inopposabilité. C'est-à-dire l'opposabilité, c'est-à-dire je peux dire au porteur, écoutez, je ne suis pas obligé de payer parce que la lettre de change que vous m'avez apportée, donc elle est irrégulière sur le plan réforme. Je refuse de payer. Et j'ai le droit de le faire. Donc on n'applique plus dans ce cas les règles combien. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de règle combien puisqu'on est en présence d'une lettre de change qui ne vaut pas comme lettre de change. Donc, ce cas d'exception, il y a d'autres cas d'exception, on peut refuser. Donc, c'est-à-dire autrement, ce qu'il faut faire, donc, il faut faire une distinction entre les moyens de défense qu'on peut opposer au tireur et les moyens de défense qu'on ne peut pas opposer. Donc, il y a des moyens de défense, on applique directement la règle de l'inopposabilité des exceptions. D'autres moyens de défense, c'est l'opposabilité. C'est le cas de l'irrégularité de la lettre de change. Donc il faut voir un petit peu donc, quel est le principe de l'opposabilité. C'est le principe. L'exception, c'est l'opposabilité. Donc voilà grosso modo donc, les trois règles importantes en matière de lettre de change. J'accepte, je suis engagé sur le plan de principe. Après, on passe à la troisième étape, c'est... Mais avant de passer le paiement, entre-temps, avant de passer le paiement, donc il y a ce qu'on appelle avant. Le paiement, bien sûr, c'est la date d'échéance. Mais avant de passer au paiement, la phase finale, donc il y a ce qu'on appelle des règles, comme par exemple le transfert ou la transmission de la lettre de change. Entre-temps, par exemple, je suis porteur d'une lettre de change. J'ai reçu une lettre de change comme bénéficiaire, ou peut-être comme tireur ou bénéficiaire en même temps. Est-ce que je peux la présenter au paiement avant la date d'échéance? Oui. Non. C'est impossible. Pourquoi vous allez la présenter? Est-ce qu'on va accepter donc une lettre de change avant la date d'échéance? Dans des cas d'exception, avec la solvabilité des grandes L'insolvabilité, c'est de tomber en difficulté. C'est possible, mais c'est un cas d'exception.
On ne va pas le traiter dans le cadre de semestre 4 parce que vous n'avez pas encore des connaissances approfondies en matière de redressement judiciaire. Donc, à le redressement judiciaire, c'est on les 5. Mais en général, est-ce qu'on peut être payé avant l'échéance? En cas d'absence, À travers Comment on l'escompte. passe l'escompte? À travers l'escompte. Bien sûr, donc l'escompte, c'est une technique. Voilà, qui est sur le plan juridique, sur le plan principe. Non, on ne peut pas. Normalement, l'échéance, c'est quoi? C'est un terme. On parle de ce qu'on appelle les obligations et les termes. Terme du contrat, c'est la date d'échéance. Sur le plan de principe, on ne peut pas être payé avant l'échéance. Supposons que monsieur C a besoin d'argent. Donc, quelle est la technique? Vous avez parlé de l'escompte, et il y a aussi donc l'endossement. Quelle est la différence entre l'escompte et l'endossement? Oui, la différence entre l'escompte et l'endossement. Dans l'escompte, c'est la banque qui intervient. C'est un tiers. Exactement, c'est un tiers. C'est-à-dire l'endossement ou l'escompte, c'est la même chose sur le plan principe. La seule différence, c'est que la personne qui achète la lettre de change, l'escompte, c'est une banque. L'endossement, c'est un particulier. Ça peut être soit commerçant, personne physique ou personne morale, ou peut-être donc un tiers. Mais quelle est la nature juridique? C'est-à-dire la qualité de ce tiers. Il peut être un autre commerçant, comme elle peut être un autre gérant de société, comme elle peut être une personne morale. Donc, une personne physique ou personne morale. Donc, bref, si a besoin d'argent, il peut présenter la lettre de change, et il peut ne pas garder cette lettre de change. On pense à ce qu'on appelle soit l'endossement, soit l'escompte. Donc, le transfert, la transmission. Donc, la transmission de la lettre de change. Donc, il y a la première technique, c'est l'endossement. La deuxième technique, c'est l'escompte. Donc, l'escompte, c'est lorsqu'on transfère la propriété de la lettre de change à un établissement bancaire. Le cas de l'endossement, c'est un simple particulier, ou là un commerçant, ou là une personne physique. Donc, généralement, un commerçant ou une société. Donc, un particulier. Donc, l'escompte. Pourquoi on parle de l'endossement? L'endossement, c'est quoi? Oui, exactement. C'est-à-dire, nous avons donc, le recto et le verso. Donc, recto. Donc, il y a les mentions obligatoires, tout ce que vous voulez. Verso, l'endos de la lettre de change, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis propriétaire, par exemple. Je suis le bénéficiaire. Comment je vais transférer la propriété de ce document? En mentionnant Si je veux le transférer à M. X, il suffit de signer la lettre de change par X, il devient automatiquement propriétaire. Donc c'est... Comment? Donc, d'un quatrième personne. Une de troisième, quatrième, cinquième, c'est ce que vous voulez. Donc c'est-à-dire la personne qui achète. On l'appelle un endosataire. On l'appelle un endosataire. C'est-à-dire, c'est-à-dire autrement dit, comment on transfère la propriété de la lettre de change? Par l'endossement. L'endossement, c'est quoi? Il suffit de mettre le nom de nouveau bénéficiaire, l'endos de la lettre, il devient automatiquement propriétaire. On n'est pas obligé de signer un contrat écrit de vente. On n'est pas obligé de le faire. Je ne suis pas obligé pour transférer la propriété de la lettre de change à M. X de signer un contrat de vente entre A et X pour le transfert de propriété. C'est la raison pour laquelle les lettres de change sont un instrument très pratique dans le monde des affaires. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de transmettre la lettre de change facilement, rapidement, sans problème. Il suffit tout simplement d'ajouter le nom de nouveau propriétaire de l'endos de la lettre de change et il devient automatiquement propriétaire. C'est-à-dire que le transfert de propriété se fait par simple signature de l'endos de la lettre. C'est pourquoi on parle de l'endossement. Donc, endossement, donc il y a plusieurs techniques. Avant de passer à l'endossement, on parle tout d'abord, donc on traite la question donc, de l'escompte. L'escompte. L'escompte, c'est la même chose. Monsieur C, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de vendre la lettre de change à d'autres personnes, il va la vendre
à la à la banque. Donc il va choisir son établissement bancaire, il va tout simplement lui transférer la propriété de la lettre de change. L'escompte, il y a deux types d'escompte. Le premier type, c'est ce qu'on appelle un escompte translatif de propriété. Le deuxième type d'escompte, c'est par procuration. Soit un escompte translatif de propriété, soit un escompte par procuration. C'est-à-dire, qui va transférer la propriété? C'est le bénéficiaire. Pas forcément le bénéficiaire, ça peut être le porteur. le porteur. Le porteur, il peut être soit le tireur, soit le bénéficiaire, soit une autre personne flashée. Et toute personne qui a le titre, donc on l'appelle un porteur. Donc, quand on parle de l'escompte par procuration, le terme procuration, ça signifie quoi? C'est un mandat. Très bien. Mandat dans quel sens? Je donne un mandat à ma banque de quoi faire? Non? De récupérer la somme. Ben voilà, récupérer la somme au mon nom. Devenir C'est-à-dire, débiteur. je la charge tout simplement des formalités ou des procédures de recouvrement. C'est-à-dire, je charge la banque de faire le nécessaire pour récupérer mon argent. Je donne un mandat à la banque et c'est à elle d'agir. Parce que la banque, elle a une expérience, elle a un service juridique très fort, elle a des conseils juridiques qui sont très forts. Donc, je la charge tout simplement de recouvrir donc la lettre de change en mon nom. Très bien, enfin, un pourcentage. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de commission. Donc, c'est-à-dire, qui est le propriétaire de la lettre de change dans ce cas? Toujours le porteur. Est-ce que le fait de signer une procuration, vous devenez automatiquement propriétaire? Non, la banque n'est pas propriétaire. La banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue un rôle d'intermédiaire. Qu'est-ce qu'elle fait? Les démarches sur le plan juridique et judiciaire pour récupérer la somme d'argent. Quand on parle de recouvrement des créances, c'est-à-dire comment on récupère notre argent. Soit à l'amiable, soit une mise en demeure, soit une action en justice, vous êtes libre. C'est-à-dire qu'on va signer un contrat entre le propriétaire de la lettre de change, c'est-à-dire le porteur, et sa banque, en vue d'accomplir les formalités administratives pour récupérer la somme d'argent dans le cadre de ce qu'on appelle une procédure de recouvrement. Ça peut être un recouvrement amiable, comme ça peut être un recouvrement forcé ou la judiciaire ou là tout ce que vous voulez. Donc, à la date d'échéance, qui va s'adresser au tiré? C'est la banque. Si le tiré refuse de payer, donc là, la banque va commencer les procédures. En cas d'insolvabilité, on a fait tout ce qu'il faut faire, mais le tiré il est insolvable, il n'a pas d'argent. On est saisi. Non, bien sûr, on applique la règle de solidarité, on attaque le tireur, on attaque toute personne qui a signé. Donc la banque va remplacer le porteur, les recours. Tous les recours dont dispose ce porteur, donc la banque va le remplacer. Mais à la date d'échéance, on a fait ce qu'il faut faire. On a attaqué les différents signataires. On a appliqué la règle de solidarité. On a attaqué le tireur. On a le bénéficiaire. On a attaqué le tiré. Mais personne ne paye. La banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Avec une lettre de change qui n'est pas payée parce que les personnes ne sont pas solvables. Non? Est-ce qu'il a le droit? Saisir des biens, c'est-à-dire c'est le débiteur, soit le tiré, soit le tireur, sont solvables. Mais s'ils ne sont pas solvables, ils n'ont pas des biens à saisir. La banque, qu'est-ce qu'il va faire? Non? Il a déjà resté en justice, mais ça ne marche pas. Il a obtenu un jugement, mais qui ne peut pas être exécuté parce que les personnes sont insolvables, n'ont pas d'argent. Est-ce que c'est censé
possible au niveau au niveau de formation de contrat entre la banque et la personne d'inclure une clause facultative qui désigne soit la banque qui va assumer ou bien c'est une sorte de négociation. Contrepartie, soit le pourcentage de la commission va être élevé ou pas. Bien sûr, ça c'est une question de pourcentage, c'est une négociation. C'est pas une question. Je vous pose une question très simple. Je suis une banque, j'ai récupéré la lettre de change. J'ai fait le nécessaire, ça n'a pas marché. Je vais à la dernière étape. La dernière étape. Revenir au porteur. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné une procuration. Mais si je n'arrive pas à récupérer son argent, je lui rends son titre. C'est simple. Mais entre-temps, là justement, c'est ça le problème. Le endossement, qu'est-ce qu'on fait? L'escompte. Quand M. C s'adresse, ou là le porteur s'adresse à la banque, qu'est-ce qu'il va faire avant de récupérer le titre? Il va lui donner son argent. Le montant dit à la lettre de change. Il va réduire les agios, les intérêts de retard qui sont calculés en fonction du délai d'échéance qui reste. Et là, 6 mois, c'est pas la même chose qu'un mois, par rapport aux agios, par rapport aux délais d'échéance. Donc c'est tout simplement ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner cette somme d'argent au porteur parce qu'il a besoin de cet argent avant l'échéance. Il a besoin d'argent. Donc je transfère le titre à la banque, mais à la date d'échéance. La banque, elle a fait tout ce qu'il faut faire, mais il n'a pas réussi de récupérer son argent de son client. Tout en sachant que le porteur qui s'adresse à la banque pour escompter le titre, il y a une condition importante. Le client, ou là ce qu'on appelle le porteur, doit avoir un compte bancaire au sein de la banque. Parce que la banque ne va pas escompter n'importe quel titre. Une condition importante. La première condition, le client il a un compte bancaire ouvert auprès de cette banque. 1. 2. La banque n'acceptera jamais d'escompter des effets de commerce qui ne sont pas acceptés. Donc c'est-à-dire que la banque ne va pas escompter un titre tout en sachant que le tiré n'a pas encore signé. Donc l'acceptation du tiré, plus le porteur doit ouvrir ou doit avoir, c'est-à-dire il doit être un client de la banque pour accepter l'escompte. Là, très bien. J'ai donné maintenant 100 000 dirhams, la lettre de change. J'ai donné par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple 90 000 dirhams au client parce qu'il a besoin de cette somme. J'ai réduit les 10 000 dirhams frais de poursuite en justice, frais de tout ce que vous voulez, agio, commission, etc. Donc, à la date d'échéance, j'ai fait le nécessaire, j'ai attaqué tout le monde, mais je n'ai pas réussi de récupérer la somme. Qu'est-ce que je fais? Je reviens à la personne qui est... Parce que je suis un simple mandataire. Je suis un simple intermédiaire. Donc la banque, qu'est-ce qu'il va faire pour récupérer son argent? Il le prélève du compte de son porteur. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prélever. Il va débiter le compte client. Il va débiter le compte client. Il faut faire attention, j'ai dit qu'il y a deux conditions. La première condition, il faut que la lettre de change soit acceptée. Deuxième condition, il faut que le porteur soit un client de la banque. Troisième condition, il faut que le client soit solvable lui-même. Est-ce que la banque va accepter d'escompter une lettre de change tout en sachant que son client il est toujours insolvable? Il n'a pas d'argent. Bien sûr, il ne va pas accepter. Donc, pire encore, la banque ne va pas accepter si son client n'est pas solvable, il ne va pas non plus accepter si le tiré est insolvable. C'est-à-dire la banque, avant d'accepter d'escompter le titre, il vérifie déjà est-ce que la lettre elle a été acceptée? Très bien, elle a été acceptée, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que le tiré est solvable? Donc il va étudier ce qu'on appelle, il va faire une étude de dossier, le tiré, avant d'accepter. On signe ce qu'on appelle des conventions d'escompte. Donc le porteur il peut signer ce qu'on appelle des conventions d'escompte. C'est-à-dire, convention d'escompte, je suis un client de la banque, je propose à la banque, à chaque fois que
de change, de les transférer à cette banque. Mais qu'est-ce qu'il va me proposer? On signe une convention. Voilà la convention. Je peux dire à chaque fois que je reçois une lettre de change, la banque est obligée de l'escompter. Mais est-ce que la banque va escompter tous les effets de conversion? Tous les effets de conversion? Non. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir quels sont les tirés. Parce que ça peut être un seul ou plusieurs tirés. Donc il va choisir en fonction de son validité. On va mettre par exemple, à chaque fois, monsieur le porteur, que vous recevez un titre de monsieur X, j'accepte d'escompter. Monsieur Y, accepté. Z, non. Pourquoi? Parce que Z est un seul. Donc toutes les personnes qui sont incluses normalement dans la convention d'escompte, la banque elle est obligée d'escompter ces effets de commerce. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si ça ne marche pas? Donc je reviens à mon porteur. Et je reviens à la méthode la plus classique, la plus simple. Le porteur, c'est un client de la banque. La banque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la somme de 100 000 dirhams ou la 90 000 dirhams qu'il a déjà donné à son client. Et quel compte? Compte débit. Avec le client, donc elle a le crédit et le débit. Donc je veux mettre la somme de 90 000 dirhams, le compte, la partie débit de client. Donc c'est-à-dire je vais débiter le compte. C'est-à-dire tout simplement, soit la banque, il va retirer la somme, si le compte est déjà alimenté, si le compte ne contient pas d'argent, donc on va mettre cette somme débit, c'est-à-dire moins. Lorsqu'il reçoit un virement, un chèque, etc., donc automatiquement la banque va mettre sa main sur le soi-disant. Mais rappelez-vous que la condition principale pour accepter cet escompte, il faut déjà que le client ait un compte bancaire et il faut que ce client ait solvable. Donc c'est la partie escompte par procuration. On passe maintenant à un deuxième type, escompte translatif de propriété. Comme son nom l'indique, quand on parle de transfert de propriété, c'est-à-dire c'est la vente. C'est la vente. C'est-à-dire que le client il a vendu la lettre de change à sa banque. D'accord. À l'échéance, si ça ne marche pas, la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Non. C'est son problème à elle. Mais quelle est la différence? Les frais. Bien sûr, celui qui coûte plus cher, c'est l'escompte translatif de propriété. Parce que si la banque n'a pas trouvé un moyen pour récupérer les sommes d'argent, tant pis pour elle. Est-ce qu'elle peut revenir à son client qui l'a vendu? Elle n'est plus propriétaire. Elle est sortie de son rapport. Donc automatiquement, la banque n'a pas le droit d'attaquer le client qui lui a transféré la propriété de la lettre de change. Il y a aussi un transfert des risques dans ce cas. Exactement, transfert de propriété des risques. Donc, sur le plan de principe, si on a transféré, c'est-à-dire on a vendu, est-ce que la banque, sur le plan de principe, a le droit de débiter le compte client? Non. Elle n'a pas le droit. Mais dans la pratique, les banques font ça. C'est-à-dire, la banque, le porteur, il a transféré la propriété de la lettre de change. Normalement, si la banque n'a pas réussi de récupérer son argent, c'est son problème à elle. J'ai vendu le titre, je ne suis plus responsable. Vous ne pouvez pas revenir sur moi. Et vous n'avez pas le droit, sur le plan de principe, de toucher à mon compte bancaire. Et dans la pratique, il y a beaucoup de banques qui commettent des erreurs, des fautes. En connaissance de cause, bien sûr. Donc, ils vont débiter le compte. Quelles sont les conséquences sur le plan juridique? Responsabilité de la banque. Je peux demander des dommages et intérêts. Récupérer déjà la somme et attaquer la banque sur la base d'une faute bancaire, de négligence, etc. Et je demande des dommages et intérêts sur la base de la responsabilité contractuelle. Donc la responsabilité civile. Donc automatiquement, c'est la raison pour laquelle il faut faire attention quand on escompte un titre, il faut faire attention. Est-ce qu'il s'agit d'un escompte translatif ou un escompte par procuration? Parce que les deux méthodes ne sont pas les mêmes. Au niveau de transfert des risques surtout. Donc quand je suis un porteur et j'ai transféré la propriété sur le bon principe, donc je ne suis pas obligé de payer. J'ai récupéré mon argent, la banque, je dois gérer son problème
à elle, mais n'a pas le droit sur le plan de principe donc de débiter le compte client. C'est une faute bancaire, une erreur, donc qui justifie justement donc, le déclenchement d'une action en justice sur le plan civil pour demander des dommages et intérêts. Donc voilà grosso modo en ce qui concerne l'escompte translatif de propriété et l'escompte par procuration. L'endossement, c'est pratiquement la même chose. Donc il y a un endossement translatif de propriété et un endossement par procuration. Les mêmes conséquences et les mêmes effets sur le plan juridique. Il y a même un troisième type d'endossement qui est spécial à l'endossement, je crois, qui s'appelle donc l'endossement péjoratif, je crois. C'est péjoratif, donc quelqu'un parmi vous, vous pouvez le rappeler donc la définition. Donc l'endossement péjoratif. Péjoratif, je crois c'est péjoratif. C'est un troisième acte, donc de transfert. Donc voilà, par procuration, il y a le péjoratif, l'endossement péjoratif. Donc c'est l'endossement péjoratif est celui par lequel le porteur d'une lettre de change remet celle-ci en gage à son créancier. Donc le gage, c'est-à-dire, je le donne comme moyen de garantie. Donc je donne donc, cette lettre de change, c'est-à-dire, j'ai une lettre de change. Ça vous rappelle un petit peu quel mécanisme? L'endossement péjoratif. Non. Le nantissement de fonds de commerce. C'est-à-dire, j'ai besoin d'argent, je peux le présenter à mon titre comme un moyen de garantie. Voilà. Donc voilà, résultat, ce qu'on appelle la valeur en garantie ou la valeur en gage. C'est une mention facultative, c'est l'équivalent de nantissement. Voilà. Donc c'est une méthode aussi, donc entre parenthèses, donc si vous voulez, transférer, on a ce qu'on appelle donc transmettre la propriété de la marchandise. Mais ce n'est pas un transfert immédiatif, donc définitif, parce que péjoratif, c'est quoi? C'est juste un moyen de garantie. Une fois que je rends l'argent, je récupère ma lettre de change. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un transfert de propriété d'une manière définitive. Donc, après la deuxième étape, c'est l'acceptation avec une possibilité de transmettre la propriété de la soi-disant la lettre de change. Il y a aussi, entre parenthèses, une troisième étape, c'est l'acceptation. Non, c'est le paiement. Donc la troisième étape, et si vous voulez la dernière étape, c'est le paiement. Donc, une troisième phase, c'est le paiement. Donc, paiement, entre parenthèses, ça dépend. Donc, il y a des règles qu'il faut respecter d'après le Code de commerce, surtout l'article, je crois, 184. Donc, il y a la première étape, la phase de paiement, c'est la présentation au paiement. Présentation au paiement. Donc, généralement, la présentation au paiement, la date d'échéance. Il y a des règles. Donc, elle est faite par le porteur ou par un mandataire chargé de recouvrement. Elle doit avoir lieu au domicile du tiré. Voilà. Donc, parfois, donc, les lettres de change elles sont domiciliées en banque. C'est-à-dire, domiciliées en banque, c'est-à-dire qu'il faut payer à la banque. Donc, au lieu de me payer moi-même, je désigne la banque comme domicile. Donc, vous pouvez donc payer directement l'établissement bancaire, il va créditer mon compte. Donc, voilà, donc au terme de l'article 184, la présentation au paiement d'une lettre de change doit avoir lieu soit le jour où elle est payable, soit dans les 5 jours ouvrables qui suivent. Donc, c'est-à-dire que le paiement est fait à quelle date? La date d'échéance. Nous avons fixé 6 mois. Après 6 mois, je présente la lettre de change pour être payé. Mais à condition, bien sûr, que la lettre de change, il faut au préalable qu'elle soit acceptée. Parce que s'il n'y a pas d'acceptation, on ne va pas passer à la troisième étape de paiement. Donc on va arrêter au niveau de l'acceptation, parce qu'il y a plus d'accepter, donc il n'y a plus de règles à suivre, il n'y a plus de phase. Si la lettre de change a été acceptée, donc on passe à la présentation au paiement. Elle est présentée au paiement soit le jour où elle est
payable, c'est-à-dire la date d'échéance, ou dans les 5 jours ouvrables qui suivent. Si la date, par exemple, je dis n'importe quoi, donc je dis par exemple 24 décembre, c'est la date d'échéance, soit 5 jours ouvrables, par exemple, c'est bien 5 jours ouvrables. Si par exemple 24 décembre, c'est un lundi, 5 jours après, c'est quelle date? C'est 5 jours, c'est le 39, c'est 29. 29, c'est quoi? C'est un samedi. C'est 31, puisqu'il y a un Samedi, dimanche, donc c'est automatiquement 31. Donc c'est-à-dire que les jours de week-end et aussi les jours fériés ne sont pas pris en compte, en calcul. Donc on ne va pas les prendre en considération. Donc voilà, dans ce moment, en ce qui concerne le paiement de la date, ou la présentation au paiement, ce n'est pas le paiement, c'est la présentation au paiement. L'article 196, donc il parle, il traite des cas d'exception. Dans quel cas on peut présenter, on l'a déjà dit, la lettre de change au paiement avant l'échéance. Avant l'échéance. Donc il y a 3 situations. La première situation, c'est le refus d'acceptation par le tiré. On l'a déjà dit, on a dit que l'acceptation, le refus d'acceptation, ça entraîne automatiquement que la dette elle est immédiatement exigible. C'est-à-dire qu'on peut présenter la lettre au paiement avant la date d'échéance. Le redressement ou liquidation du tiré accepteur ou non, c'est l'accepteur ou non, donc c'est le redressement judiciaire, ou le redressement judiciaire de tireur. Soit le redressement judiciaire de tiré, soit le redressement judiciaire de tireur. Donc, le paiement de la lettre de change, on est passé de la première phase, la présentation du paiement. Normalement, il est payable à la date d'échéance, soit dans les 5 jours ouvrables qui suivent, sauf cas d'exception, c'est ce qu'on appelle la présentation au paiement avant la date d'échéance. Soit si la lettre de change n'a pas été acceptée, ou si le tireur ou tiré rentre en redressement judiciaire. Donc, on passe maintenant toujours la première étape, la troisième phase, c'est la présentation au paiement. Après avoir présenté donc, la lettre de change au paiement, on passe au paiement lui-même, donc le paiement. Comment on va être payé? Donc, il y a des techniques. Donc, comment on va être payé? Donc, avant de passer les modes de paiement, il faut vérifier. Qu'est-ce qu'on va vérifier tout d'abord? La légitimité formelle du titre. La première phase, donc la première des choses qu'il faut vérifier, c'est la légitimité formelle de la lettre de change. La légitimité formelle, c'est-à-dire est-ce qu'il remplit toutes les conditions de fond et de forme. Donc, mention obligatoire, plus la provision, etc. Donc, non, ce n'est pas la provision. La légitimité uniquement formelle. C'est-à-dire, donc, est-ce que le titre est valable sur le plan de la forme? C'est-à-dire, vérifier tout simplement les conditions, les mentions obligatoires. Est-ce que la lettre de change remplit toutes les conditions de forme? Donc, d'après l'article 170, le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue des endossements, même si le dernier endossement est blanc. Donc une suite ininterrompue. C'est-à-dire, je suis par exemple, monsieur C a endossé le titre à monsieur B. D, E, F. F, c'est un porteur. Donc il y a un porteur soit légitime, soit illégitime. Donc légitime, il doit justifier, il doit prouver que la suite elle est ininterrompue. C'est-à-dire quoi ininterrompue? Que la chaîne, donc il y a C, il y a automatiquement D. Mais D n'est pas à E. E, il est à F. C'est-à-dire, si par exemple la lettre de change, on ne trouve pas de D, alors que normalement c'est D qui a transféré le titre à E. Donc normalement la suite elle est interrompue. Donc il y a un problème au niveau de la chaîne. Donc automatiquement le titre n'est pas légitime. Le porteur qui a le titre, c'est-à-dire supposons que F il a trouvé la lettre de change. Il l'a trouvé sur, par exemple, il a trouvé, c'est une lettre de change perdue qui n'a pas été déclarée comme perdue, donc il a trouvé. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter son nom flandau
La lettre. Donc, est-ce qu'il est porteur légitime? Non, parce qu'il y a absence de comment la lettre de change est transférée de E à F. Donc, s'il n'y a pas donc, cette mention, donc automatiquement, il y a un problème au niveau du titre. Donc, le porteur, il est illégitime. Donc, c'est-à-dire que chaque maillot, donc la chaîne doit être normalement, donc on doit le trouver. Si on ne le trouve pas, c'est comme dans le cadre de la science, le droit musulman, si vous vous rappelez, le soi-disant d'après, là, c'est pour dire qu'un hadith il est sur le plan juridique, sur le plan religieux, il est fiable, donc il faut vérifier la liste des personnes qui l'ont cité. Si par exemple quelqu'un, il y a un problème, c'est un livre par exemple, en cas d'ivresse, une personne qui n'est pas honnête, donc automatiquement il y a un problème au niveau de la chaîne. Donc il a transféré le hadith d'après donc quelqu'un qui n'est pas normalement honnête. Donc on ne lui fait pas donc confiance. C'est pratiquement la chose, le même concept. Donc s'il y a un problème au niveau de la chaîne, donc le titre il est illégitime. Donc le tiré doit donc vérifier que la chaîne des endossements elle est ininterrompue, mais il n'a pas à vérifier la signature et la capacité. Pourquoi il n'est pas obligé de vérifier la signature et la capacité? L'indépendance des signatures. Peu importe si c'est quelqu'un est mineur, ça ne pose pas de problème, la lettre de change elle est valable. Donc voilà. Donc ce qu'il faut vérifier encore, s'il n'y a pas d'opposition au paiement. L'opposition au paiement aussi, il faut vérifier s'il n'y a pas une opposition au paiement. C'est-à-dire, supposons que F a trouvé une lettre de change qu'il va transmettre à Z. Mais cette lettre de change, elle est déclarée perdue, au volet. Donc automatiquement, Z, pour être légitime, donc la première des choses, avant de payer, c'est-à-dire la personne qui va payer, c'est qui? C'est le tiré. Qu'est-ce qu'il va vérifier? Est-ce que la chaîne est interrompue? Est-ce qu'il n'y a pas d'opposition au paiement? Donc est-ce que quelqu'un, la chaîne, se pose au paiement? Parce qu'il a perdu, par exemple, la lettre de change. Quels sont les cas d'opposition qui sont prévus par la loi? La perte, le vol, le redressement et la liquidation de porteur, comme dans le chèque. En dehors de ces deux cas, donc l'opposition n'est pas valable. Le chèque, il y a même une infraction pénale. Vous trouverez la mention automatiquement dans le chèque en cas d'opposition irrégulière, donc il y a une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 5 ans. Pourquoi l'opposition est irrégulière? Pourquoi l'opposition? Maintenant, je vous ai transféré par exemple la propriété des marchandises. Je vous ai vendu une quantité de marchandises. Très bien. Vous êtes un acheteur. Pour le paiement, vous m'avez donné un chèque. Entre-temps, vous l'avez déclaré perdu. Donc c'est un cas d'escroquerie. C'est-à-dire qu'effectivement, le chèque n'a pas été perdu. C'est la personne garde toujours vous m'avez donné un chèque et vous le déclarez comme perdu. Alors que ce n'est pas le cas. Parce qu'entre nous, il y a un contrat. Je vous ai donc vendu une certaine quantité de marchandises, vous devrez me payer. C'est-à-dire que la personne qui a fait ce comportement, elle sera emprisonnée. Donc les seuls cas d'opposition, c'est la perte, le vol ou le redressement judiciaire. En dehors de ces cas, c'est une infraction pénale. Ben voilà. Les modes de paiement, comment on va payer une lettre de change? Soit en somme d'argent, soit par chèque, soit par virement, tout ce que vous voulez, vous êtes libre. Donc tous les modes de paiement sont valables. Donc voilà. En cas de refus de paiement, c'est-à-dire qu'on a soit on paye l'acceptation du paiement, soit on paye. Si on paye, le problème ne se pose pas. Mais le problème, c'est quand le tiré refuse de payer une lettre qu'il a déjà acceptée. C'est ça le problème. Donc, le refus de paiement. Ce qui pose problème, c'est le refus de paiement. Donc, par le tiré. Donc, le refus de paiement doit être constaté par un acte authentique qu'on appelle refus de paiement, comme dans le cadre de l'acceptation.
je m'adresse au tiré, elle refuse de payer, donc je dois dresser un acte authentique, soit lettre de recommandé, soit avec accusé de réception, soit tout ce que vous voulez, un acte authentique par notaire, par avocat, bref, un acte officiel, qui, selon lequel, donc bien sûr, en vertu duquel, donc la personne, le porteur, il conteste le fait de ne pas être payé par un porteur, par un tiers. Donc normalement, si vous avez accepté une lettre de change, vous devrez la payer. Si vous ne payez pas, et pour être un porteur légitime, pour conserver tous les voies de recours, tous les recours possibles contre les signataires, je dois dresser ce qu'on appelle un protêt refus de paiement. Chez le protêt refus d'acceptation. Donc c'est un protêt refus de paiement. Donc protêt refus de paiement. Donc, le protêt faute de paiement, la refus ou la faute de paiement, c'est la même chose. Donc à ne pas confondre bien sûr avec le protêt refus d'acceptation ou la faute d'acceptation. Le protêt faute de paiement doit en principe être établi, donc il y a un délai qu'il faut respecter, dans les 5 jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. C'est la date d'échéance. Si à l'expiration de ce délai, le porteur n'a pas fait dresser protêt, il dit non, c'est à partir de la date de la lettre de change, la lettre de change, il est payable. C'est-à-dire non, chez 5 jours, non. Le dernier jour. Non. Le jour de la présentation. Si on s'est adressé entre parenthèses, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la présentation au paiement? Soit le jour, même, soit les 5 jours ouvrables, qu'est-ce que supposons que je n'ai pas présenté la lettre de change le même jour. Je me suis patienté jusqu'à l'expiration du délai de 5 jours. Donc c'est-à-dire que la date donc la lettre de change est payable à quelle date? Le 30 par exemple, le 31. C'est ce qu'on a connu. 24, 31. Avec le délai d'y aller prendre. À partir de quelle date? C'est la date d'échéance. À partir de donc la date dans laquelle la lettre de change a été présentée. Donc c'est ça la raison pour laquelle la date de présentation de paiement elle est importante. Donc on ne va pas mettre l'accent sur la date d'échéance, c'est la date où la lettre de change elle a été présentée au paiement. Donc avec le délai commence à courir à partir de la date où la lettre de change elle a été présentée au paiement ou tiré. Donc voilà, donc les exceptions. Donc le porteur n'est pas obligé de dresser protêt, bien sûr s'il y a une mention facultative, c'est ce qu'on a déjà dit, donc sans frais, ou là sans protêt, donc c'est une mention obligatoire. En cas de redressement judiciaire, de tiré, accepteur, etc. Donc, et le porteur, en plus de ce protêt, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aviser son endosseur de défaut de paiement dans les 6 jours ouvrables qui suivent. Donc le jour de protêt, etc. Donc à deux, ce sont des procédures qu'il faut retenir, ou à les dates, ils sont indispensables. 6 jours après, etc. Donc voilà, donc les droits. Quels sont les droits de porteur? Donc c'est la raison pour laquelle on a dit, il faut faire attention, si on a dressé protêt ou pas, on est soit porteur négligent, soit on est porteur diligent. Diligent, c'est-à-dire on a fait toutes les formalités, donc on a respecté la loi. Le porteur diligent a un recours combien contre tous les signataires de la lettre de change qui sont tenus solidairement à son égard. Donc c'est-à-dire si à la date d'acceptation je dressais protêt faute d'acceptation, la refus d'acceptation, la date de paiement, j'ai dressé en cas de refus un refus de paiement, je suis un porteur diligent. Donc c'est-à-dire que j'ai fait le nécessaire, j'ai respecté la procédure. Donc il y a une conséquence. Quelle est la conséquence? L'avantage. Pour le porteur diligent, il va conserver les protèges contre toutes les personnes. Je suis par exemple F ou la Z, je peux attaquer soit F, soit E, soit D, soit C, soit A, soit le tiré B. Sauf, quelle est la personne que je ne peux pas attaquer en justice? Un porteur qui n'est pas capable, mineur. Donc, Adam, c'est l'indépendance des signataires. Je ne peux pas l'attaquer en justice parce qu'il est mineur. Donc, si je suis diligent, je garde et je conserve tous les recours contre toutes les personnes.
soit individuellement, soit collectivement. Lorsque le porteur est un banquier, qu'est-ce qu'il va faire le porteur? C'est les banquiers, c'est simple. Donc il va tout simplement débiter le compte client, c'est ce qu'on a déjà dit. Qu'en est-il de débiteur? Il y a ce qu'on appelle le porteur négligent. C'est-à-dire qu'il n'a pas dressé, par exemple, le protège. Il est négligent dans plusieurs hypothèses. 3 hypothèses qui sont citées par l'article 206. Première hypothèse, la présentation au paiement après le délai stipulé sur la lettre de change. Présentation au paiement après le délai, c'est-à-dire, si on n'a pas respecté la date d'échéance, les 5 jours qui suivent la date d'échéance, les 5 jours ouvrables. Si on a présenté, donc on est nommé porteur négligent. Est-ce qu'on peut attaquer les autres? Non, parce qu'on n'a pas présenté la lettre de change en tant qu'utile. Si on n'a pas fait un protège faute d'acceptation ou faute de paiement, là on l'a fait mais en dehors des délais, parce qu'on a dit 6 jours après, etc. Donc il faut le dresser, attends. La présentation au paiement après le délai d'une lettre de change stipulée sans frais. Est-ce qu'on est obligé de présenter la lettre de change au paiement? Il y a un délai. Donc lorsqu'il y a une mention facultative, on n'est pas obligé de le faire. On est exonéré de cette formalité. Mais en général, ce qu'on va garder en tête, les 2 hypothèses qui posent problème, c'est lorsqu'on présente une lettre de change en dehors de délai légal. Et la deuxième hypothèse, c'est on n'a pas fait faute d'acceptation ou faute de paiement. Donc, dans tous les cas, le porteur, quelle est la conséquence? La sanction, si on est un porteur négligent. Le porteur est déchu, c'est-à-dire qu'il va perdre. Il est déchu de ses droits contre tous les signataires de la lettre de change, à l'exception de tirer. À l'exception de tirer. Toutes les personnes qui ont signé la lettre de change, on ne peut pas les attaquer en justice, sauf le tirer. Donc, à la contrairement, le porteur diligent, qui garde tous les recours. Si on est négligent, on va perdre tous les recours. Supposons que le tiré est insolvable, on ne peut rien faire pour récupérer notre argent. On est en face d'un tiré qui n'a pas d'argent, donc on ne peut rien faire. Donc c'est-à-dire que la solidarité des signataires, on ne l'applique pas. On attaque uniquement le tiré. Toutefois, c'est-à-dire qu'on va perdre tous les recours. Maintenant, F, Z, ne peut pas attaquer ni F, ni E, ni D, ni C, ni A. Juste le tiré. Mais il y a une exception par rapport au tireur. Dans quel cas je peux attaquer le tireur, même si je suis négligent? C'est la reçu la marchandise. C'est la reçu la marchandise. C'est-à-dire s'il y a une provision. Donc c'est là déjà bénéficier de services ou de la marchandise ou de tout ce que vous voulez. Donc c'est-à-dire, d'après la loi, la déchéance n'a lieu à l'égard de tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. C'est-à-dire, donc, pour ne pas payer, qu'est-ce qu'il doit prouver? Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Dans quel cas le tireur n'est pas obligé de payer? C'est là donc prouver qu'il a transféré la propriété de marchandise au tiré. Mais s'il n'y a pas de provision, donc automatiquement, est-ce qu'on peut l'attaquer s'il n'y a pas de provision? Oui. Donc c'est-à-dire, nous avons signé un contrat de vente. Monsieur B n'a pas transféré la propriété des marchandises. Est-ce qu'on peut l'attaquer en justice? Oui, on l'attaque. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prouvé qu'il a fourni la provision à la date d'échéance. Rappelez-vous que la provision, ce n'est pas obligatoire la date de signature de contrat. Je suis obligé de fournir la provision, la date d'échéance. Si à la date d'échéance, le tireur n'a pas prouvé qu'il a fourni la provision, c'est-à-dire qu'il n'a pas livré la marchandise, a accompli le service, etc. Donc normalement, il n'y a pas de provision à la date d'échéance. S'il n'y a pas de provision, il est engagé. C'est-à-dire que le porteur il peut attaquer le tiré et le tireur. Mais si
le tireur a fait son travail, il a fourni la provision à l'attaque d'échéance, il est exonéré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'attaquer en justice. On attaque uniquement le tir. Donc voilà, grosso modo, tout ce qui concerne les différents types de rapports cambiaires. Donc je crois qu'on a fini avec la date de change. Voilà. Donc, avant de passer à la future sans oublier de jeter un coup d'œil sur ce qu'on appelle l'aval. L'aval, garantie la lettre de change. On a oublié de traiter donc l'aval, mais c'est lorsqu'on ajoute une garantie sur la lettre de change. C'est simple et ça ne pose pas de problème sur le plan pratique. Tellement.